Magie de Noël oblige, j'ai choisi aujourd'hui une histoire énergétique particulièrement magique. C'est l'hiver, un samedi d'hiver, la veille de la fête des grands-mères. Je ne le sais pas d'ailleurs, mais je suis à Sarlat avec ma fille pour la journée porte ouverte du lycée. Pourquoi à Sarlat alors que je suis de Gironde ? Parce que mes guides m'y ont emmené, mais ce sera un autre sujet, une autre histoire énergétique. En tout cas, nous visitons, nous sommes fort bien accueillis, ma fille est enthousiaste, et nous décidons de prolonger ce samedi après-midi par une visite de la vieille ville, naturellement. Sauf qu'au détour d'une rue, nous allons faire une rencontre inattendue et fabuleuse. Une rencontre rêvée, à vrai dire. À une vingtaine de mètres devant nous, dans la rue de la Traverse, Nance et Moots, caméra à l'épaule. Mais qui sont Nance et Moots ? Peut-être tu ne les connais pas. Alors il faut que je t'en parle un petit peu. Deux êtres incroyables. Alors ce sont deux gars, deux anciens ingénieurs, je crois, l'un comme l'autre, qui ont un grand amour des voyages et un grand amour surtout du vivant. Et depuis fort longtemps, ils ont délaissé leur profession pour partir sur les routes, seuls souvent ou accompagnés, peu importe, mais en tout cas façon un peu roots, jusqu'au jour où de surenchère en surenchère, ils vont avoir l'idée de faire un voyage de plus en plus dépouillé jusqu'au moment où l'un des deux parle de dépouillement ultime en suggérant de partir en voyage nu, sans rien du tout, sans argent, sans rien d'autre qu'une caméra. Chiche, chiche, les deux amis s'exécutent. Ils vont donc créer une série d'émissions que tu connais peut-être. Elle s'appelle Nu et culotté, elle passe sur France 5 depuis donc un certain nombre d'années déjà. Et le principe est donc le suivant, ils partent dans une région de France tout nus, rapidement avec de la végétation ou ce qu'ils trouvent de déchets, ils vont protéger leur anatomie du regard extérieur, et puis au fil des rencontres, glaner un t-shirt, des chaussures, un pantalon, enfin le nécessaire. Et ça, c'est le début du voyage évidemment. Et comme ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des autres pour se nourrir, pour se loger. Et ce qui fait la particularité aussi de cette émission, c'est qu'ils se fixent à chaque fois un rêve, un objectif un peu insensé, comme on pourrait en avoir quand on est gamin. Alors ça va être rencontrer un vieux lord écossais, monter sur la scène avec Mathieu Chédid, enfin, des choses un peu délirantes, créer un igloo. Donc ils ont des rêves comme ça, avec un point de chute auquel ils doivent arriver en un certain nombre de jours. Et ce qui est le plus marquant dans ces émissions, ce sont les rencontres humaines incroyables qu'ils font. Si tu n'as jamais regardé une émission, mais fonce. Et ce qui est le plus étonnant, il semble improbable d'atteindre l'objectif avec si peu de moyens. Et la plupart du temps, ils y parviennent. Le long de la route, ils font des rencontres vraiment, mais tellement miraculeuses qu'une de leurs émissions, ça équivaut à un acte de foi à part entière. Alors dans notre vie, à ma fille et moi, et sa sœur également, ces deux personnes sont très importantes. D'abord parce qu'on les suit depuis le début de leur aventure, puisque à l'époque du projet présenté à France 5, Nance va chercher le petit tissu à carreaux qui va représenter leur premier petit baluchon de baroudeur dans la boutique même de ma sœur à Paris. Et ce petit tissu il a été fabriqué par une costumière de théâtre qui se trouve être une très bonne amie de ma sœur, mais aussi l'une des meilleures amies de Nance. Ça, je l'apprendrai ce jour-là dans la rue de Sarlat. Et donc, il y a toujours ce petit clin d'œil, ce petit démarrage qui nous relie, déjà avant même de découvrir leurs émissions. Puis ces émissions, on les a souvent regardées, mais totalement émerveillées dans les bras les unes des autres. On en a souvent parlé, on les a souvent commentées, attendues.
Voilà, ça nous suit quoi, depuis des années. Pour nous, ils font partie un peu de la famille. Et moi, quelques mois avant cette rencontre incroyable dans la rue de Sarlat, je m'étais dit, oh mince, je vois qu'ils organisent une grande fête à un endroit en France où tout le monde peut venir, mais ni le moment, ni le lieu, ni rien ne le permettait. Et je me suis dit, zut, je loupe une rencontre avec eux pour une fois que c'est en dehors d'une émission. Voilà. Je suis exaucée, quelques mois plus tard, on tombe sur eux. Alors d'abord, on se frotte les yeux, on se dit, non, tu crois que, mais tu crois pas, mais si, c'est eux. Donc on s'avance, on les aborde. Moment de partage, d'admiration, moment de câlin, etc. Et puis soudain, Moots dit « Écoutez, écoutez !» parce qu'ils sont justement en train de discuter avec des dames qu'ils ont alpaguées comme ça dans la rue, qui sont plus âgées, et ils essayent d'organiser, comme ils le font toujours, totalement improvisé, la fête des grands-mères. Et pas n'importe où, derrière la cathédrale Saint-Sacerdoce de Sarlat, sur une place, la place des Enfeux. Et le lendemain matin, le dimanche, chacun peut venir avec quelques victuailles. Et il y aura une grande fête improvisée, fête des grands-mères, qui correspondra au dernier jour du tournage de cette émission. Je te mettrai le lien en dessous vers leurs émissions, et en particulier celle qui a donc été tournée, enfin qui s'est terminée en Dordogne. Je réponds naturellement parce que je ne suis pas encore grand-mère. Il me dit « Mais tout le monde est invité, c'est une fête, venez ». Voilà. Et donc nous changeons nos plans. Parce que même si nous n'étions arrivés que pour 24 heures, en réalité, on avait déjà programmé des choses pour le dimanche matin. Donc on change totalement nos plans. Cette rencontre avec Nance et Moots, mais c'est un vœu, quoi, un vœu qui se réalise. D'ailleurs, je ne pense pas encore que je vais pouvoir réellement les rencontrer et partager un jour de tournage et une fête avec eux le dimanche matin. Ça paraît waouh! À ce moment-là, on ne connaît rien de leur mission pour cette émission. Mais en tout cas, fin après-midi, je suis vraiment épuisée parce qu'en parallèle, je suis en train de gérer un déménagement à raison de 12 heures par jour sans m'arrêter pendant des mois et des mois et des mois. Donc on termine assez tôt la journée, on remonte à notre chambre. Et en passant devant notre chambre, il y a en dessous de l'endroit où nous logeons un autre logement qui est loué également, qui est tout vitré. Et on se dit, tiens, le propriétaire qu'on a rencontré le matin même doit recevoir des amis, de la famille. Et on ne cherche pas plus et on va se coucher. Alors se coucher, c'est bien un grand mot. Je crois que je n'ai pas vraiment dormi cette nuit-là. Mais bon, en tout cas, on ne cherche pas à en savoir plus. Et le lendemain, quand nous arrivons enfin sur les lieux du rendez-vous, eh bien, nous reconnaissons l'une des personnes. Et en fait, ma fille avait repéré en passant devant cette baie vitrée qu'il lui semblait bien, mais elle ne m'en avait pas parlé, ça lui semblait tellement incroyable, qu'il s'agissait de Nance et Moots. Eh bien, figure-toi que de leur rencontre principale dormait là, juste en dessous de nous, juste en dessous de notre chambre. Et ils étaient venus fabriquer avec lui ce soir-là, c'était bien eux, une pâte à pain. Parce que l'objectif de cette émission, c'était de fabriquer un four à pain mobile, de cuire des petits pains dedans et de les partager avec tout le monde le jour de cette grande fête. Ils étaient donc en train de fabriquer cette pâte avec cet homme rencontré sur le chemin, qui était boulanger. Incroyable, comme d'habitude. Nous comprenons que nous avons dormi les uns au-dessus des autres sans le savoir, et qu'ils ont participé aussi certainement à au festois de Sarlat, puisque nous avions bien vu qu'il y avait une grande fête ce jour-là, et nous avions pu nous y ravitailler pour amener des victuailles le lendemain matin. Et j'ai découvert ensuite, à la diffusion de l'émission, qu'effectivement Nance et Moots était aussi sorti très tard pour participer à cette fête. Mais j'étais très loin d'être au bout de mes surprises. Je te raconte. Alors, outre le fait qu'ils ont réussi à choper en chemin des musiciens, des chanteurs, que tout le monde a joué le jeu d'apporter de la nourriture, et que nous dansons, et que c'est une joie, mais... Enfin bref, une grande joie que d'avoir dansé avec eux. Et c'était fou parce que j'étais vraiment dans un état d'épuisement très avancé, et là j'avais une énergie pour danser, c'était... telle patate, tel sourire, de partager ça, c'était... Et j'étais heureuse de pouvoir vivre aussi ces moments de gratuité
dans l'humanité que ça représente à chaque fois dans leur émission, c'est-à-dire d'attraper les gens par les bras et de danser avec eux sans les connaître. Mais là où j'ai été encore plus surprise, c'est que au bout d'un moment, je sais pas, une demi-heure que je dansais, je me suis aperçue que sur cette place des Enfeux, derrière la cathédrale, il y a en fait une ancienne abbaye avec un cimetière Saint-Benoît, avec des tombes, enfin des pierres tombales qui dépassent de la terre, donc des grosses pierres tombales, qui datent du XIIe, enfin qui s'étalent du XIIe au XVe siècle. Je me suis renseignée après coup. Et comme tu le sais, je suis passeuse d'âme, enfin comme tu le sais peut-être pas, je ne sais pas si tu suis ma chaîne, mais... Et pour mon arrivée à Sarlat, qui allait devenir ma ville quelques mois plus tard, ma première action, ça a été de danser sur des tombes. Ça a été de danser sur des tombes. Ça ne s'arrête pas là. Je suis aussi rentrée assez interloquée par un énorme bâtisse qu'il y avait juste avant que la fête démarre. Et j'ai appris quelques mois plus tard avec une amie que ce bâtiment dans lequel j'étais rentrée, qui m'avait fascinée, s'appelle la Lanterne des Morts. Et ce n'est pas tout. Je m'assois à un moment donné, fatiguée de danser, et un homme trace droit vers moi. Mais vraiment, je ne le connais pas. Il trace droit vers moi. Ça m'arrive tout le temps, mais bon, voilà. Il s'assoit à côté de moi et il se met à me parler d'un défunt dans sa famille, de comment il est affecté, quoi. Et je l'écoute, et je finis par lui demander de quand date ce décès. Et en fait, il me dit « mais d'hier ». Voilà, et une fois de plus, eh bien, il s'est dirigé directement vers moi sans me connaître pour me parler de ce deuil. Et j'étais déjà à la bonne place, quoi, voilà. Donc j'avais déjà des indices semés dans ma future nouvelle ville de mon rôle de passeuse. Et ça m'a vraiment marqué, quoi. Danser sur des tombes pour une fête, c'est pas courant. Rentrer dans une lanterne des morts et écouter une personne en deuil, tout ça dans l'espace d'une heure, c'était pas... Mais ce n'est pas fini. La fête se termine tout doucement, les gens s'éparpillent. Et nous restons un peu à discuter avec les gens, avec Nancy Moots. Et là, il y a le four à démonter, ce fameux four mobile. Et si tu regardes l'émission, tu le verras, ce four a été monté en pierre réfractaire. Et Nancy Moots sont un peu en train de se questionner parce qu'il faut le démonter, mais il ne faut plus qu'il soit brûlant pour mettre les mains dessus. Or, il se trouve que moi, je suis céramiste. Et il se trouve qu'il y a des céramistes qui travaillent qu'avec un four électrique, mais moi, je fais du raku. Donc, comme le montrent là les sculptures que tu vois derrière moi, il se trouve que la dernière cuisson, je la fais dans un four en pleine flamme, vraiment en pleine flamme, avec un chalumeau, avec du propane, et que j'utilise souvent pour entourer mon petit espace, pour décharger les pièces en fusion. J'utilise souvent des pierres réfractaires. Et donc, je les connais bien. Je les connais bien. Et du coup, je peux leur donner des indications, les aider, leur dire « Mais non, c'est bon, là, on peut mettre les mains. » Et puis démonter, et puis me sentir complètement dans mon élément, quoi. Sans avoir peur de toucher ces pierres, en les connaissant, enfin bon, je me mets les mains pleines de suie, comme une gamine, trop contente, avec un pull blanc formidable. Mais je suis trop contente, quoi. Je me dis « Mais c'est un signe, quoi. » Et donc, il y a eu cette joie-là. Ça aurait pu être n'importe quel autre défi dans leur émission, mais c'était un défi dans lequel je me sentais concernée. Faire du feu et monter un four. En tout cas, un souvenir incroyable. Incroyable. Je n'ai pu voir la diffusion de l'émission qu'en juillet. Tu peux regarder l'émission intégrale, je te mets les liens. Tu peux aussi t'intéresser à leur magazine qui s'appelle La Tribu du Vivant, qu'ils ont créé il n'y a pas longtemps, et à tout leur univers. Enfin, je vais te mettre tout ça pour que tu puisses partager ce bonheur avec moi si jamais tu ne les connais pas. Et c'est rigolo parce que le soir de la diffusion, j'ai pas pu la regarder pile en direct.
Et ce soir-là, j'avais mon portable qui arrêtait pas de biper et je comprenais pas pourquoi mon portable bipait comme ça. Et soudain, je me suis dit, mais ça y est, je sais ce que c'est. Je me posais la question, est-ce qu'on va entreapercevoir un bout de ma peau? Et ben, j'avais la réponse avant même de la regarder, parce que si le portable bipait à ce point-là, c'est parce que justement, j'avais des amis qui me disaient, mais t'es là, mais t'es là. C'était vraiment... Je me souviens, Ken, mais je t'ai vu Florence avec Louve. Alors, Ken, c'est un photographe de Bordeaux qui connaît très bien ma fille Louve. Voilà. C'était rigolo. Et encore, pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je viens d'avoir un rendez-vous médical. Et la femme médecin en question me dit, mais au fait, vous étiez bien dans cette émission, il me semble vous avoir reconnu cet été. Je dis, mais comment, j'apparais si peu? Elle m'a dit, mais j'ai reconnu vos cheveux, j'ai reconnu vos cheveux. Comme quoi, nos plus grands rêves parfois se réalisent. Non seulement je les ai rencontrés, mais en plus, ils m'ont quelque part fait ma séance un petit peu d'initiation, d'intégration dans cette future ville. Et en plus, ils m'ont envoyé plein de signes par rapport à ce que je suis, par rapport au feu, par rapport aux morts. Et j'ai initié cette vie dans cette ville par une fête. Alors depuis, c'est pas toujours la fête. On change pas de vie comme ça. Et j'espère que ces signes encourageants, ces premiers signes encourageants, ne sont que les prémices de ce qui m'attend. Pour le moment, je voudrais partager avec toi ma gratitude d'avoir rencontré 2 personnes que j'admire profondément et d'avoir pu faire un partage de cœur à cœur et faire ce que je préfère au monde, c'est-à-dire les serrer dans mes bras. Ouais, tu le sais peut-être pas, mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais serrer dans mes bras tous les gens que je croise. Et on ne peut pas, ça serait pas toujours bien perçu, n'est-ce pas? Pourtant, j'aimerais tant, j'aimerais tant. Je te souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Si tu es seul, si tu n'es pas entouré d'amour, si c'est dur pour toi ces fêtes, parce que je pense aussi à toi, je voudrais te dire que n'est permanent que l'impermanence. Alors vis du mieux possible ce petit moment, en t'accordant peut-être un petit vin chaud sur un marché de Noël, peut-être un petit cinéma, peut-être un petit spectacle quelque part au détour d'une rue, peut-être juste un petit moment, un petit repas que tu aimes particulièrement, peut-être juste un petit coup de fil à une amie au loin que tu ne peux pas voir auprès de toi. Fais de ton mieux, tu es vivant, et si en plus tu es vivant et en bonne santé, tu possèdes déjà 2 choses extrêmement rares. Et j'en vis particulièrement la deuxième. Je souhaite de très bonnes fêtes.